Donc, on poursuit avec le prochain axe de recherche qui s'intitule « Écologie aquatique et interaction forêt-lac ». Alors, j'invite Yves Grafto. Salut, je ne t'avais pas dit salut aujourd'hui. Directeur général de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Merci Marie-Ève. Je vais essayer de monter ça. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et merci Guillaume et Miguel pour l'invitation aujourd'hui et l'organisation de cette belle journée. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce prochain axe de recherche du GREMA portant sur l'écologie aquatique. Donc, à titre de directeur de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, je pense que je suis dans le sujet, là, ça va. Alors, pourquoi est-ce que c'est important comme domaine de recherche que l'écologie aquatique? Parce que pour œuvrer, moi-même dans le domaine depuis quelques années, je peux vous dire que la question environnementale, elle est souvent complexe. On l'a vu aujourd'hui avec toutes les questions qu'on se pose. Ça va souvent dans beaucoup de directions. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, ok. Donc on va souvent dans beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Et Dame Nature a choisi de faire souvent les choses à sa manière, sans vraiment simplicité. Elle aime ça complexifier les choses. Vas-y, je m'en occupe. Ok, non, c'est bon. Je vais être capable, c'est bon. Et l'homme, à travers tout ça, rajoute habituellement une très bonne dose d'interaction, de perturbation à travers toutes ces activités, évidemment. Donc, parler d'environnement avec des gestionnaires, il y en a plusieurs dans la salle du territoire, donc il y a les MRC, par exemple, avec des entrepreneurs, avec des élus, il y en a aussi plusieurs dans la salle, avec des fonctionnaires, avec des citoyens engagés. Salut Henri. Il y en a plusieurs. Ça prend en fait des connaissances assez solides sur les questions environnementales. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour enfoncer un doute, il y a toujours quelqu'un pour penser que ses propres activités n'ont aucun impact. J'en croise de temps en temps. Pour prôner aussi l'inaction, parce qu'on pense qu'on manque de connaissances et qu'on n'est pas obligé d'agir. Ou pour même penser que les solutions qu'on propose sont miraculeuses. Donc on va faire ça, ça va tout régler. Mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'en fait, on remet assez vite en question la plupart de nos pratiques. Prenons par exemple, on vient d'en parler, la protection des bandes riveraines. Est-ce que le RADF, le règlement sur l'aménagement durable des forêts, fait du sens? Est-ce que l'application mur à mur d'un 20 mètres de bande riveraine, est-ce que c'est suffisant, efficace? On se pose encore des questions. Un autre exemple dans mon domaine, par exemple, la gestion des boues septiques dans les résidences isolées. Donc les fosses septiques, est-ce que ça fonctionne? On a toujours pour croyance que c'est magique. Ça, c'est l'exemple le typique. J'ai une fosse septique conforme, tout va bien. Sauf qu'en fait, on oublie que ça gère juste les bactéries et pas le phosphore. Donc ça fait partie des idées préconçues qu'il faut continuer à creuser, mieux connaître. Alors que faire si on gère mal le phosphore quand un lac dévie, par exemple, qu'il affiche ses plus belles couleurs de cyanobactéries? On aime ça. Alors, il faut analyser chaque maillon de l'écosystème et la place de l'humain à travers cet écosystème. Et c'est ça qu'on appelle l'écologie aquatique. L'écologie aquatique, c'est au cœur de notre identité québécoise. C'est en comprenant nos milieux humides et hydriques qu'on pourra leur permettre de passer les siècles, d'être encore là dans cette génération, ce qu'on leur souhaite en tout cas. C'est aussi par la recherche qu'on pourra définir un état de référence plus juste. On l'a vu aujourd'hui, plusieurs questions de c'était quoi l'état il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, 1000 ans. On a vu, je pense, jusqu'à 2000 ans ce matin. On se pose ces questions-là. Puis j'en profite pour saluer Karsten qui vient d'arriver, je pense, en région il y a quelques mois, qui traite de paléolimnologie. C'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant aussi. Aller fouiller l'histoire de nos lacs en fouillant les sédiments dans les fosses de chaque lac. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on souffre tous de ce que j'appelle le syndrome de référence flottante. C'est pas moi qui l'ai nommé, mais c'est ce que j'ai trouvé comme nom. Ce syndrome qui fait qu'on pense que le territoire, il est tel qu'on l'a découvert quand on est arrivé sur le territoire. Pour ma part, je suis arrivé en région il y a une dizaine d'années. Et donc, dans ma tête à moi, le lac Témiscamingue, il a toujours été ennoyé, géré par un barrage. C'était comme ça qu'il était. Mais si je remonte il y a 150 ans, il avait une toute autre allure. Le lac Ossisco, par exemple, à Rouen, il n'y avait pas de digue à l'époque, il n'y avait pas de sédiments chargés de métaux lourds. Il y a tout un territoire, un portrait qu'on a besoin de connaître, on a besoin d'aller chercher ces informations. Pensez-y vous-même, quel était l'état de référence de votre petit coin de paradis, du lieu où vous allez régulièrement?
En fait, on est bien mal pris pour le dire, cet état. À quoi ça ressemblait il y a 150 ans. Donc on vit tous dans des environnements perturbés. Je discutais avec Guillaume tantôt, justement, il disait, je cherche des lacs qui n'ont pas été perturbés. Et en fait, il n'y en a aucun. C'est ça. Donc il n'y a plus moyen de trouver un endroit pas perturbé. Mais c'était quoi avant qu'on arrive il y a 150 ans, avant que les Occidentaux occupent le territoire? Certes, on n'est pas pour se retirer complètement, on n'est pas pour tout remettre à zéro. Donc apprenons à mieux vivre avec l'environnement, mais c'est nécessaire de le comprendre, cet environnement. Donc on a un grand besoin de connaissances. On a besoin de bras, de cerveaux, de jeunes qui n'ont pas peur d'embarquer sur des lacs pour, par exemple, récolter des larves de dorées, de croiser le fer avec des maringouins, des mouches noires, de fouiller les sédiments, les entrailles des poissons ou des castors, on en parlait tantôt, d'aller chercher des billots de draps à plusieurs mètres de profondeur, de passer des heures interminables au binoculaire, chercher des petites crevettes transparentes qui ont l'air de ne pas exister, mais qui sont vraiment là. Donc je vous demande d'accueillir nos héros de l'écologie aquatique, les étudiants du GREMA engagés dans les projets structurants pour notre région en écologie aquatique. Donc commençons tout de suite par Michel Guimont, qui va challenger, je pense, le RADF et questionner l'efficacité d'une bande riveraine forestière par la simple définition de sa largeur. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves.